L'expérience d'Ératosthène ne réfute-t-elle pas la théorie de la Terre plane? L'expérience des bâtons et des ombres d'Ératosthène est l'une des prétendues preuves les plus souvent citées à l'appui de la théorie de la Terre sphérique. Nombreux sont ceux qui se souviennent que Carl Sagan, porte-parole de la NASA, a présenté cette expérience en utilisant une carte de l'Égypte sur laquelle étaient fixés deux obélisques et en montrant les ombres qui en résultaient. L'histoire raconte que vers 250 avant Jésus-Christ, un mathématicien et philosophe grec du nom d'Ératosthène a remarqué qu'à midi, lors du solstice d'été à Sienne, le soleil ne projetait aucune ombre et que les rayons pouvaient atteindre directement le fond de son puits, alors qu'à Alexandrie, une tige de métal dressée verticalement projetait une ombre significative. Ératosthène, Carl Sagan et d'autres partisans du globe terrestre affirment que ce résultat est impossible sur une Terre plane. Pour citer Carl Sagan, si à un moment donné, chaque bâton ne projette pas d'ombre du tout, c'est parfaitement facile à comprendre, à condition que la Terre soit plane. Si l'ombre à Sienne est d'une certaine longueur et que l'ombre à Alexandrie est de la même longueur, cela se comprend aussi sur une Terre plane. Mais comment se fait-il, demanda Ératosthène, qu'au même instant il n'y ait pas d'ombre à Sienne et qu'il y en ait une très importante à Alexandrie? La seule réponse, selon lui, est que la surface de la Terre est incurvée. Après être parvenu à cette conclusion, Ératosthène calcula la longueur des deux ombres avec sa distance supposée au Soleil et enregistra une mesure de la circonférence du globe terrestre, proche de celle que les astronomes héliocentristes utilisent encore aujourd'hui. En réalité, Ératosthène, Sagan et d'autres ont tout simplement tort de supposer que cela n'est possible que sur une Terre incurvée. En réalité, les mêmes résultats se produisent sur une Terre plane avec un Soleil local. Les calculs d'Ératosthène ont été effectués en supposant que le Soleil se trouvait à des millions de kilomètres, de sorte que ses rayons tombaient parfaitement parallèles, même en des points aussi divergents que Sienne et Alexandrie. Or, quiconque connaît le phénomène connu sous le nom de rayon crépusculaire sait parfaitement que les rayons du Soleil ne tombent pas parfaitement parallèles, surtout en des points aussi éloignés, ce qui rend tout l'argument sans intérêt. De plus, en utilisant les sextants et la trigonométrie plane, en mesurant l'angle du Soleil en deux points de la Terre simultanément et en factorisant leur distance l'un par rapport à l'autre, le théorème de Pythagore révèle que le Soleil n'est pas à des millions de kilomètres, mais seulement à quelques milliers. Des ballons à haute altitude ont également filmé des points chauds lumineux sur des nuages, ce qui prouve encore que le Soleil est local et qu'il agit comme un projecteur. Par conséquent, si les adeptes du globe veulent être honnêtes, ils doivent admettre que c'est leur hypothèse erronée selon laquelle seul un soleil lointain avec des rayons parallèles pourrait produire de tels résultats qui a conduit à leur conclusion erronée d'une Terre courbe. Car les adeptes de la Terre plane ont toujours soutenu que le soleil était local, et l'existence même de rayons crépusculaires rend l'ensemble de l'expérience invalide. 14. L'expérience de Cavendish prouve-t-elle la gravité? En 1798, Henry Cavendish, scientifique britannique, franc-maçon et riche petit-fils de duc de Devonshire, a réalisé une expérience qui, selon lui, prouvait l'existence de la gravité, mesurait sa constante et fournissait des chiffres précis sur les masses exactes de la Terre, du Soleil, de la Lune et des planètes. Comment Cavendish a-t-il réalisé ce bond en avant pour la pseudo-science héliocentrique? Il a fixé deux grosses billes de plomb aux extrémités opposées d'une balance à torsion et les a suspendues au toit de son hangar. En observant et en enregistrant les légers mouvements de l'engin à l'aide d'un télescope à travers la fenêtre de sa remise, de manière à ce que sa masse n'affecte pas la lecture, Cavendish a prétendu avoir prouvé l'existence de la pesanteur. Deux petites boules de plomb ont été suspendues près des grandes, et tout mouvement observé l'une vers l'autre a été présenté comme étant l'influence de la gravité. L'expérience de Cavendish a été largement critiquée par la communauté scientifique car, depuis sa création il y a plus de 2 siècles, personne n'a jamais été en mesure de la reproduire. Tout d'abord, les boules ne s'attirent pas toujours comme elles le devraient pour que la soi-disant constante gravitationnelle soit constante. Parfois, la balance de torsion se tourne vers les boules, parfois elle s'en éloigne, car il est impossible de ne pas lui imprimer un léger mouvement de tremblement lorsqu'on interagit avec elle. Henry s'est même plaint dans ses notes du fait que l'appareil oscillait souvent pendant qu'il effectuait des mesures. Deuxièmement, comme la force de gravité qu'il a calculée était 10 puissance 39 fois plus faible que la force électromagnétique, dont tous les objets matériels sont composés,
Il n'y a pas de contrôle pour l'expérience qui puisse factoriser et différencier positivement la prétendue force gravitationnelle de la force électromagnétique connue et plus forte. En d'autres termes, les boules pourraient simplement être attirées l'une vers l'autre par l'électricité statique, une force connue existant en toutes choses, des milliards de fois plus forte que la gravité et impossible à contrôler dans le cadre de l'expérience. Bien que personne n'ait pu reproduire les résultats de Cavendish, l'expérience est entrée dans l'histoire comme un grand succès et est encore aujourd'hui enseignée comme une véritable preuve de la gravitation universelle dans les manuels de sciences. 15. Les pendules de Foucault prouvent-ils que la Terre tourne ? Au milieu du XIXe siècle, un Français du nom de Léon Foucault est devenu célèbre en faisant osciller des pendules et en affirmant que les mouvements qui en résultaient étaient la preuve de la rotation diurne de la Terre. Depuis lors, ces pendules de Foucault se balancent régulièrement dans les musées et les salles d'exposition du monde entier, prétendant apporter la preuve éternelle et perpétuelle de la théorie héliocentrique de la Terre en forme de boule tournante. La vérité est cependant que, à l'insu de la plupart du public dupé, le pendule de Foucault était une expérience ratée qui n'a rien prouvé d'autre que la facilité avec laquelle la pseudoscience peut tromper les masses malléables. Tout d'abord, les pendules de Foucault n'oscillent pas uniformément dans une seule direction. Ils tournent parfois dans le sens des aiguilles d'une montre, parfois dans le sens inverse, parfois ils ne tournent pas ou tournent beaucoup trop. Les scientifiques qui ont répété ces variantes de l'expérience ont admis à maintes reprises qu'il était difficile d'éviter de donner au pendule un léger biais latéral au départ. Le comportement du pendule dépend en fait 1. De la force initiale qui le fait osciller, 2. De l'articulation à rotule utilisée qui facilite le plus le mouvement circulaire. En fait, la majorité des pendules de Foucault utilisées aujourd'hui ne sont même pas basées sur cette conception et sont plutôt alimentées électriquement et entièrement réglables. La rotation supposée de la Terre n'a aucune importance et n'a aucun rapport avec l'oscillation du pendule. Si la prétendue rotation constante de la Terre affectait les pendules de quelque manière que ce soit, il ne serait pas nécessaire de mettre manuellement les pendules en mouvement. En outre, si la prétendue rotation de la Terre était effectivement à l'origine de la rotation diurne uniforme de 360 degrés des pendules, il ne devrait pas y avoir un seul pendule immobile sur Terre. Premièrement, lorsqu'on laisse vibrer un pendule construit selon le plan de M. Foucault, son plan de vibration est souvent variable, mais pas toujours. La variation, lorsqu'elle se produit, n'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'elle n'est pas toujours la même au même endroit, ni toujours la même dans son taux ou sa vitesse, ni dans sa direction. Elle ne peut donc pas être considérée comme une preuve, car ce qui n'est pas constant ne peut pas être utilisé pour ou contre une proposition donnée. Ce n'est donc pas une preuve et cela ne prouve rien. Deuxièmement, si l'on observe un changement du plan de vibration, quel est le lien entre le changement et le mouvement supposé de la Terre ? Quel principe de raisonnement guide l'expérimentateur vers la conclusion que c'est la Terre qui se déplace sous le pendule et non le pendule qui se déplace sur la Terre ? Quel droit logique ou quelle nécessité impose une conclusion de préférence à l'autre ? Troisièmement, pourquoi la disposition particulière du point de suspension du pendule n'a-t-elle pas été spécialement prise en compte en ce qui concerne son influence possible sur le plan d'oscillation ? Ne savait-on pas ou a-t-on négligé ou a-t-on ignoré dans l'apogée des réjouissances théoriques qu'une articulation à rotule est celle qui facilite le mouvement circulaire plus facilement que tout autre ? Samuel Robotham, Earth Not a Globe, 2e édition. Nous pensons avec toute déférence due au pendule et à son propriétaire qu'il ne prouve rien d'autre que l'astuce de l'inventeur, et nous ne pouvons décrire le spectacle et le montreur que comme des tromperies. Cette preuve par le pendule, entre guillemets, est si puérile qu'elle ne peut être décrite que comme l'une des tentatives les plus simples et les plus ridicules jamais conçues pour tromper le public. On a dit que l'expérience du pendule prouve la rotation de la Terre, mais c'est tout à fait impossible, car un pendule tourne dans un sens, et parfois un autre pendule tourne dans le sens opposé. Nous nous demandons maintenant si la Terre tourne dans des directions opposées à différents endroits et en même temps. Nous aimerions le savoir. Peut-être les expérimentateurs voudront-ils bien nous éclairer sur ce point. Si la Terre avait les terribles mouvements qu'on lui attribue, il y aurait des effets sensibles de ces mouvements. Mais nous ne sentons pas le mouvement, nous ne le voyons pas et nous ne l'entendons pas. Et comment les gens peuvent-ils regarder le pendule vibrer et penser qu'ils voient une preuve des mouvements de la Terre ? Cela dépasse presque l'entendement. Ils sont cependant élevés pour le croire, et il est considéré comme scientifique de croire que ce que les astronomes enseignent. Lady Blount. The Romance of Science.
16. L'effet Coriolis prouve-t-il que la Terre tourne sur elle-même? Toujours au milieu du XIXe siècle, un autre Français, Gaspard Gustave Coriolis, a réalisé plusieurs expériences montrant l'effet de l'énergie cinétique sur des systèmes en rotation, qui sont depuis lors mystifiés comme preuve de la théorie héliocentrique du cosmos. On dit souvent que l'effet Coriolis fait tourner les éviers et les cuvettes des toilettes dans un sens dans l'hémisphère nord et dans l'autre dans l'hémisphère sud, prouvant ainsi que la Terre est une boule qui tourne sur elle-même. Cependant, à l'instar des pendules de Foucault qui tournent dans un sens ou dans l'autre, les éviers et les toilettes des hémisphères nord et sud ne tournent pas systématiquement dans un sens ou l'autre. Les éviers et les toilettes d'une même maison tournent souvent dans des directions opposées en fonction de la forme de la cuvette et de l'angle d'entrée de l'eau, et non de la rotation supposée de la Terre. Bien que l'idée initiale soit logique, la rotation de la Terre vers l'est ferait tourner l'eau dans la cuvette des toilettes. En réalité, la force et la vitesse à laquelle l'eau entre et sort du récipient sont bien trop importantes pour être influencées par quelque chose d'aussi minuscule qu'un seul tour de 360 degrés en l'espace d'une journée. En fin de compte, l'effet Coriolis ne joue pas un rôle plus important dans les chasses d'eau que dans la révolution des CD dans votre chaîne stéréo. Ce qui détermine réellement la direction dans laquelle l'eau quitte vos toilettes ou votre évier, c'est la forme de la cuvette et l'angle avec lequel le liquide pénètre initialement dans la cuvette. Jennifer Horton, Does the rotation of the Earth affect toilets and baseball games? La rotation de la Terre affecte-t-elle les toilettes et les matchs de baseball? Ainsi, même les publications scientifiques traditionnelles admettent que le soi-disant effet Coriolis n'a absolument aucun effet sur le comportement de l'eau dans les éviers et les cuvettes de toilettes, mais ce fait ne décourage pas les escrocs opportunistes en Équateur et dans d'autres pièges à touristes le long de l'Équateur, où un tour de passe-passe populaire est réalisé à l'aide d'un évier portable pour soi-disant prouver l'effet Coriolis. Tout d'abord, l'artiste place son évier déjà rempli d'eau parfaitement le long de la ligne de l'Équateur, puis retire le bouchon de vidange en montrant à son public comment l'eau s'écoule directement dans le trou. Ensuite, il prend son évier portable et emmène son public crédule à plusieurs mètres vers le sud, dans l'hémisphère sud, en expliquant que l'effet Coriolis va maintenant faire tourner l'eau dans le sens des aiguilles d'une montre dans le tuyau d'évacuation. Cette fois, il verse délibérément de l'eau dans l'évier par le côté gauche et retire rapidement le bouchon de vidange alors que l'eau tourne encore dans le sens des aiguilles d'une montre depuis l'angle où elle a été versée. Ils reprennent ensuite l'évier et déplacent le spectacle de magie de quelques mètres dans l'hémisphère nord, en expliquant que l'eau tourne désormais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour conclure le spectacle, ils versent de l'eau dans l'évier par le côté droit, en veillant à retirer rapidement le bouchon pendant que l'eau tourne encore dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'effet Coriolis affecterait également la trajectoire des balles et les conditions météorologiques. La plupart des tempêtes de l'hémisphère nord tourneraient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et la plupart des tempêtes de l'hémisphère sud tourneraient dans le sens des aiguilles d'une montre, de sorte que les balles de fusil à longue portée tendraient vers la droite de la cible dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Mais là encore, les mêmes problèmes subsistent. Toutes les balles et tous les orages ne présentent pas ce comportement de manière constante et ne peuvent donc pas être raisonnablement utilisés comme preuve de quoi que ce soit. De nombreux tireurs d'élite professionnels ont déclaré sans équivoque qu'ils n'avaient jamais à tenir compte de ce prétendu effet Coriolis ou à le compenser. Les balles de sniper sont en fait affectées par le vent, la température, l'humidité, la pression barométrique, l'ouverture du viseur et l'erreur humaine, et non par la prétendue rotation de la Terre. Extrait de snipershide.com. J'ai tiré à 1800 mètres et ceux qui disent que l'effet Coriolis est un facteur ne font que des conneries. Le vent et plus encore les vents latéraux joueront avec votre balle plus que toute autre chose. Et sur sniperforum.com, je tire à des distances allant jusqu'à 2750 mètres et je n'ai eu besoin de calculer l'effet Coriolis. J'ai tué des cerfs jusqu'à 1000 mètres et je n'ai jamais eu de problème pouvant être attribué à l'effet Coriolis. Ironiquement, les mêmes personnes qui prétendent que les balles de sniper sont affectées par la rotation de la Terre sont les mêmes qui prétendent que les avions, les hélicoptères, les montgolfières ne sont pas affectés par la rotation de la Terre, parce que l'atmosphère entière est en quelque sorte magiquement collée à la Terre et entraînée dans une rotation parfaite en même temps qu'elle. Ces apologistes du globe terrestre ne peuvent pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit l'atmosphère est indépendante de la prétendue rotation de la Terre et peut affecter la trajectoire des balles, soit la Terre et l'atmosphère se déplacent parfaitement ensemble et ne peuvent donc avoir un effet sur la trajectoire des balles.
S'ils prétendent que l'atmosphère est indépendante de la prétendue rotation de la Terre, alors les hélicoptères devraient pouvoir simplement planer sur place et être à l'autre bout du monde en 12 heures. Ou s'ils prétendent que la Terre et l'atmosphère se déplacent ensemble, alors ils admettent que le soi-disant effet Coriolis n'existe pas et ne peut avoir aucun effet sur les balles ou sur les conditions météorologiques. 17. L'ombre du mont Rainier prouve-t-elle le globe terrestre? Il existe plusieurs photographies du mont Rainier dans l'État de Washington, au lever et au coucher du soleil, montrant ce qui semble être des nuages éclairés par le dessous et projetant l'ombre de la montagne vers le haut. Les adeptes du globe terrestre citent souvent ces photographies comme preuve que le soleil doit se trouver physiquement sous la couverture nuageuse pour provoquer cet effet, et que la Terre est donc confirmée comme étant globulaire. Car dans le modèle de la Terre plane, le soleil ne descend jamais physiquement sous l'horizon. À première vue, cette hypothèse peut sembler raisonnable, mais un examen plus approfondi du phénomène montre qu'il n'en est rien. Tout d'abord, il existe une infinité d'exemples de photos et de vidéos montrant la lumière ambiante ou réfléchie, éclairant les surfaces par-dessous et projetant les ombres des objets vers le haut, même si la source de lumière physique réelle se trouve bien au-dessus de ces deux éléments. Un exemple courant est celui de la lumière du soleil de midi qui traverse une fenêtre et se reflète sur le sol, projetant les ombres des meubles de la pièce sur le plafond. Dans ce cas, la source lumineuse se trouve bien au-dessus des meubles et de la maison, mais le plafond est éclairé par en dessous et les ombres des meubles sont projetées vers le haut. Par conséquent, cet effet peut se produire régulièrement sans que la source lumineuse ne doive descendre physiquement en dessous de l'objet et de la surface en question. Sur toutes ces photographies, le sommet de la montagne se trouve au-dessus de la ligne des nuages, de sorte que l'ombre que les adeptes du globe supposent être la partie inférieure de la montagne projetée vers le haut pourrait tout aussi bien être la partie supérieure de la montagne projetée vers le bas. Ce n'est qu'un biais de confirmation qui les pousse à croire que c'est la première hypothèse, alors qu'une observation plus poussée montre que c'est la seconde. Les vidéos de ces levées et couchers de soleil, contrairement à ces photos sélectionnées, montrent qu'en réalité l'ombre est toujours au sommet des nuages, du moment où elle apparaît pour la première fois jusqu'au dernier moment où elle disparaît. Au cours de son existence quotidienne, l'ombre ne passe jamais d'une projection vers le bas sur le sommet des nuages à une projection vers le haut sur leur base, comme c'est le cas dans le modèle du globe. En outre, si le soleil descendait vraiment en dessous de la hauteur de la montagne au coucher du soleil et projetait son ombre vers le haut, les images en accéléré devraient montrer que l'ombre commence à se projeter sur les nuages les plus éloignés près de l'horizon et qu'elle se retire ensuite vers les nuages les plus proches. De même, au lever du soleil, c'est l'inverse qui se produit. L'ombre commence à s'étendre complètement jusqu'à l'horizon et rétrécit lentement jusqu'à disparaître à midi. Par conséquent, au lieu d'être une preuve de l'existence d'une Terre sphérique, ces observations sont en fait complètement incompatibles avec le modèle du globe et ne sont possibles que sur une Terre plane où le Soleil est toujours physiquement au-dessus des nuages. 18. Le pont du lac Pontchartrain montre-t-il la courbure de la Terre? Il existe plusieurs photographies et vidéos de la route du lac Pontchartrain en Louisiane et des lignes de transmission montrant ce que les adeptes du globe prétendent être une preuve visuelle de la courbure de la Terre. Sur ces images, le pont et les lignes de transmission, vus sous un certain angle et à une certaine hauteur, semblent s'incurver vers le bas alors qu'ils tendent vers l'horizon, et cette courbure apparente est considérée comme une preuve de l'existence du globe terrestre. La première chose à remarquer lorsqu'on examine cette séquence est que la courbure n'est pas du tout uniforme comme elle devrait l'être sur un globe. Au contraire, il n'y a presque pas de courbure apparente au premier plan et beaucoup trop de courbure apparaît à l'arrière-plan près de l'horizon. Si l'on trace un cercle complétant la courbe de ces images, il est clair qu'elles ne peuvent pas représenter la courbe d'un globe d'une circonférence de près de 40 000 km. Le pont lui-même mesure un peu moins de 39 km de long et un cercle tracé sur la partie radicalement incurvée près de l'horizon représenterait un globe minuscule de quelques centaines de kilomètres de circonférence au maximum. Cela montre que la prétendue courbure est en fait un phénomène visuel et non physique. En fait, en plaçant une série de blocs identiques sur une table plate et en filmant à partir d'une hauteur et d'un angle similaire, on peut obtenir exactement le même effet de courbure apparente. Visuellement, on a l'impression que les blocs situés à l'arrière de la table raccourcissent ou que la table elle-même se courbe vers le bas, alors qu'en réalité,
Nous savons que la table est parfaitement plane et que les blocs sont tous de la même hauteur. De même, avec les tours de transmission du lac Pontchartrain, il semble visuellement que les tours à l'arrière-plan raccourcissent ou que le lac lui-même s'incurve vers le bas, mais en réalité nous savons que les tours sont toutes de la même hauteur et que le lac Pontchartrain est parfaitement plat. Comment savons-nous que le lac Pontchartrain est parfaitement plat? Parce que l'eau n'a pas la capacité physique de présenter une convexité à sa surface. Toute l'eau, lorsqu'elle est contenue et non perturbée, forme un niveau horizontal sur sa surface et est incapable de maintenir une quelconque courbure ou différence de hauteur. Que ce soit dans une éprouvette, une bouteille ou une baignoire, dans une piscine, un lac ou un océan, la physique naturelle de l'eau reste la même. Les apologistes du globe prétendront que la force mythique de la gravité fait que les lacs et les océans se courbent d'une manière ou d'une autre, conformément à leur terre fantasmée, mais commodément bien sûr, seulement à une échelle trop grande pour qu'ils puissent la recréer. En réalité, quelle que soit l'échelle, toutes les étendues d'eau contenues et non perturbées sont manifestement planes, y compris le lac Pontchartrain qui s'étend sur 38,5 km. Cela devient évident lorsque l'on prend de l'altitude, car l'on peut voir l'ensemble du lac et de la route avec un horizon parfaitement plat au-dessus d'eux. Avec l'utilisation de ballons à haute altitude, cela devient encore plus évident car ils atteignent des hauteurs de plus de 40 000 mètres, capables de voir à des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Paradoxalement, lorsqu'ils sont confrontés à ces horizons plats, les défenseurs du globe terrestre invoquent l'excuse inverse et, quelle que soit l'altitude, prétendent toujours que l'on n'est tout simplement pas assez haut pour voir la courbure. En d'autres termes, ils prétendent qu'au niveau du sol, le pont du lac Montchartrain et les tours de transmission se courbent autour de la courbe physique de leur globe à seulement 3 douzaines de kilomètres, mais qu'à haute altitude, où l'on peut voir à des centaines de kilomètres dans toutes les directions, ce n'est pas assez haut ou assez loin pour voir la courbure. 19. Comment fonctionnent les cartes, les boussoles et le tour du monde sur une terre plane? Il existe un mythe populaire enseigné aux écoliers, auquel la plupart des adultes aujourd'hui croient encore, selon lequel les personnes ont, au cours de l'histoire, voyagé en ligne parfaitement droite vers l'est ou vers l'ouest et sont finalement revenus à leur point de départ. Ce mythe est présenté comme la preuve de l'existence du globe terrestre et affirme que des centaines d'aventuriers depuis Magellan ont réussi à faire le tour de la Terre. Mais la vérité est que personne dans l'histoire n'a jamais voyagé en ligne parfaitement droite et n'est jamais revenu à son point de départ. Tous les tours du monde réussis de l'histoire, qu'ils soient maritimes ou aériens, ont suivi le même schéma, naviguer ou voler en suivant la route la plus commode de port en port, s'arrêter pour se ravitailler et refaire le plein jusqu'à ce qu'un tour complet ait été effectué. Aucun marin ou navigateur de l'histoire n'a, ou n'a pu, voyager uniquement dans la même direction parfaitement droite et arriver comme par magie à son point de départ. Ce mensonge ridicule devient évident lorsqu'il est examiné de manière critique, mais lorsqu'il est enseigné à de jeunes enfants, il réussit à plier et à déformer leur esprit pour qu'ils acceptent l'endoctrinement du globe. Contrairement aux directions cardinales sur une rose des vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest sur Terre ne sont pas simplement des lignes droites séparées par 90 degrés. Le nord, plutôt qu'une flèche pointée vers le haut, est en fait un point central, le point central de la Terre entière connu sous le nom de pôle Nord géographique, situé directement sous Polaris, l'étoile du pôle Nord, la seule étoile immobile dans les cieux qui marque le point central exact du ciel. Le sud, plutôt qu'une flèche pointée vers le bas, est en fait toute ligne tangente au point central nord, ou en d'autres termes, toute ligne droite s'étendant vers l'extérieur à partir du pôle Nord se dirige plein sud. L'est et l'ouest, plutôt que d'être des flèches orientées vers la droite et la gauche, sont en fait des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse autour du pôle. Le soleil, la lune et les étoiles se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, décrivant chaque jour des cercles parfaits autour de nous. Comme vous pouvez le constater, ils suivent une trajectoire circulaire vers l'ouest au-dessus et autour de la Terre, et ne se déplacent pas tous dans une direction droite vers la gauche comme le suggère une rose des vents. De même, depuis l'Antiquité, les navigateurs ont utilisé Polaris pour guider leurs navires, sachant que Polaris était le pôle nord céleste, que le sud signifiait voyager en tournant le dos à Polaris, que l'est signifiait voyager en gardant son épaule gauche à 90 degrés par rapport à l'étoile polaire, et que l'ouest signifiait voyager en gardant son épaule droite à 90 degrés par rapport à l'étoile polaire.
Tous les jours du monde de l'histoire se sont faits vers l'est ou vers l'ouest, jamais vers le nord ou vers le sud, car cette dernière solution est géographiquement impossible. De même, les vols de l'hémisphère sud entre l'Australie et l'Amérique du Sud, ou entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, par exemple, n'empruntent jamais la route la plus courte et la plus directe sur le globe, qui consisterait à passer par l'Antarctique en direction du sud. On prétend que c'est parce que ces vols seraient trop froids pour les avions, mais en réalité, ces itinéraires sont géographiquement impossibles parce que l'Antarctique n'est pas un minuscule continent de glace confiné à la face inférieure d'une boule sphérique en rotation, la Terre. L'Antarctique est en fait le périmètre méridional extérieur de notre Terre plane et immobile et entoure les 6 autres continents. L'étendue de l'Antarctique vers le sud, la façon dont il se termine et ce qui existe au-delà sont toutefois inconnus et cachés au grand public. Par conséquent, aucune carte de la Terre plane totalement précise et fonctionnelle n'existe ou ne pourrait exister sans que les gens soient d'abord autorisés à explorer l'Antarctique, l'Arctique et tous les autres continents de façon totalement indépendante. Il existe cependant plusieurs cartes qui constituent de bonnes aides visuelles pour se faire une idée de la géographie de notre Terre plane et immobile. La nouvelle carte standard du monde de Gleason, 1892, et la carte aérienne du monde de Hammond, 1945, sont deux de ces cartes. Ces cartes dites équidistantes azimutales sont utilisées dans la navigation pratique et figurent sur les logos des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation maritime internationale et de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ils prétendent qu'il s'agit simplement de représentations bidimensionnelles d'une Terre sphérique avec le pôle Nord au centre et affirment que ces cartes ont été réalisées en aplatissant le globe, alors que c'est exactement le contraire qui est vrai. Le globe, et plus précisément le soi-disant continent de l'Antarctique, a été créé en aplatissant notre Terre plane et en regroupant le vaste périmètre extérieur dans un continent de glace exigu et de forme étrange situé sous la boule, interdit par traité au grand public. 20. Comment les vols comme Sydney-Santiago fonctionnent-ils sur une Terre plane? Une autre preuve supposée souvent avancée par les débatteurs du globe concerne les prétendus problèmes de temps et de trajectoire des vols long courriers de l'hémisphère sud. Par exemple, le vol direct entre Sydney, en Australie, et Santiago, au Chili, ne prend en moyenne que 13 heures pour atteindre sa destination, une durée que les adeptes du globe terrestre prétendent impossible sur une Terre plane. Ils affirment que les vols Sydney-Santiago avec escale aux États-Unis mettent 2 fois plus de temps à atteindre leur destination que les vols sans escale, ce qui prouve que les vols directs ne traversent pas les États-Unis et qu'ils ne pourraient pas être effectués aussi rapidement sur une Terre plane. Comme pour tous les arguments relatifs au globe terrestre, cette conclusion hâtive ne découle pas de leur raisonnement fallacieux. Tout d'abord, si la Terre était vraiment une sphère, la route la plus courte pour tous ces vols serait une ligne droite au-dessus de l'Antarctique. Si cette trajectoire était possible, elle permettrait de gagner plusieurs heures et de parcourir plusieurs milliers de kilomètres en moins. Mais les pilotes ont pour excuse que l'Antarctique est trop froid pour être survolé, de sorte qu'aucun avion n'emprunte la route la plus courte et la plus rapide sur une Terre sphérique. Même en admettant ce point, si la Terre était vraiment une sphère, la deuxième route la plus courte pour tous les vols de ce type serait un vol direct vers l'est ou l'ouest au-dessus du Pacifique, en restant dans l'hémisphère sud pendant toute la durée du vol. Le ravitaillement en carburant pourrait même être effectué en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres destinations de l'hémisphère sud en cours de route si nécessaire. En réalité, 99% des vols Santiago-Sydney et autres vols long courriers de l'hémisphère sud traversent l'équateur 2 fois en remontant dans l'hémisphère nord et en faisant des escales à Lax et dans d'autres aéroports nord-américains avant de redescendre dans l'hémisphère sud. Voici quelques autres exemples. Sur un globe terrestre, Santiago du Chili à Johannesburg, en Afrique du Sud, devrait être un vol facile qui se déroule sous le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud. Mais chaque vol répertorié fait d'abord une curieuse escale de ravitaillement au Sénégal, près du tropique du Cancer dans l'hémisphère nord. Sur une carte de la Terre plane, la raison est pourtant évidente. Le Sénégal se trouvant fait directement sur une trajectoire en ligne droite, à mi-chemin entre les deux. Sur un globe terrestre, le trajet entre Johannesburg, Afrique du Sud, et Sao Paulo, au Brésil, devrait être rapide et direct au-dessus de l'Atlantique, le long du 25e degré de latitude sud. Mais au lieu de cela, presque tous les vols font d'abord une escale de ravitaillement à Londres, au 50e degré de latitude nord.
Sur un globe, Johannesburg, Afrique du Sud, Perth, Australie, devrait être une ligne droite au-dessus de l'océan Indien, avec des possibilités de ravitaillement à l'île Maurice ou à Madagascar. Mais dans la pratique, la plupart des vols Johannesburg-Perth s'arrêtent curieusement à Dubaï, Hong Kong ou en Malaisie. Sur un globe terrestre, la liaison entre le Cap, Afrique du Sud, et Buenos Aires, Argentine, devrait se faire en ligne droite au-dessus de l'Atlantique, en suivant la même ligne de latitude. Mais au lieu de cela, tous les vols desservent d'abord des destinations de l'hémisphère nord, en s'arrêtant n'importe où, de Londres à Dubaï, en passant par la Turquie. Ces détours ridicules n'ont aucun sens sur le globe, mais sont parfaitement logiques et forment des lignes presque droites lorsqu'ils sont représentés sur une carte de la Terre plane. En ce qui concerne le vol direct Sydney-Santiago, les données de Google Flights indiquent une durée moyenne de 13 heures et 22 minutes. Et les données de Google Earth sur une distance totale de 11 367 km entre les deux. En divisant 11 367 km par 13,3 heures, on obtient une vitesse de vol moyenne nécessaire de 854 km, ce qui, selon Google Search, est juste en dessous de la vitesse de vol moyenne de 870 km des avions de ligne. En d'autres termes, non seulement ces vols sont facilement réalisables au-dessus d'une terre plane, mais ils prennent exactement le temps prévu. Certains débatteurs du globe reconnaîtront ce fait, mais le réfuteront en affirmant que les vols sans escale Sydney-Santiago suivent une route circulaire au-dessus du Pacifique et restent dans l'hémisphère sud pendant toute la durée du vol, ce qui augmente la distance, la vitesse et la durée du vol. En ce qui concerne cette affirmation, premièrement, il n'a pas encore été prouvé que ces vols existent puisqu'aucune vidéo n'est disponible en ligne et qu'à chaque fois que les partisans de la Terre plane ont tenté de réserver un vol sans escale, la réservation n'a pas abouti, a été annulée et remboursée quelques jours avant le départ, ou a été remplacée par un vol avec escale. Deuxièmement, s'ils existent, il n'a pas encore été prouvé que ces vols suivent une telle trajectoire car, là encore, il n'y a pas de vidéo. Les traceurs de vol se coupent au-dessus des océans et c'est très improbable si l'on considère que 99% des autres vols long courriers de l'hémisphère sud font des détours radicaux par le nord. Même en admettant ce qui précède, il n'y a aucune raison pour que de tels vols soient impossibles sur une terre plane. 870 km/h est la vitesse moyenne des avions commerciaux, mais la plupart des avions et des Boeing ont la capacité de voyager beaucoup plus vite, en particulier lors de ces vols long courriers, jusqu'à plus de 1000 à 1200 km/h. L'avion de ligne français Concorde avait en fait une vitesse de vol maximale de 2300 km/h. En outre, il existe des alizés et des courants jet dont les pilotes tirent régulièrement parti et qui peuvent augmenter la vitesse de l'air jusqu'à 320 km/h supplémentaires. Par conséquent, même si un tel vol existe et qu'il parcourt sans escale l'itinéraire exact que les débatteurs de la planète affirment, en accélérant simplement et en profitant des alizés et des courants jet, les avions seraient toujours parfaitement capables d'atteindre leur destination à temps sur une terre plane. 21. Comment fonctionne la gravité sur une Terre plane? Bien avant que la théorie de la gravité ne soit une lueur dans l'imagination de Sir Isaac Newton, la physique naturelle de la densité et de la flottabilité expliquait déjà parfaitement pourquoi les pommes tombent. Tout simplement, les objets tombent ou s'élèvent en fonction de leur densité relative par rapport au milieu qui les entoure. Les pommes tombent parce qu'elles sont plus denses que l'air, tandis que les ballons d'hélium s'élèvent parce qu'ils sont plus légers. Aucune gravité n'est nécessaire. C'est pourquoi les gouttes de pluie tombent dans l'air et les bulles d'air montent dans l'eau. Chaque chose cherche sa densité relative et monte ou descend jusqu'à ce qu'elle se stabilise en conséquence. C'est pourquoi un minuscule caillou coule au fond de l'océan, alors que de gigantesques navires de croisière et porte-avions restent à flot à la surface. Parce que même si un caillou est si petit, sa masse par rapport à son volume, sa densité, est supérieure à celle de l'eau, donc il coule. Et même si un navire de croisière est si grand, sa masse par rapport à son volume est inférieure à celle de l'eau, donc il flotte. Si la pomme de Newton avait atterri dans l'eau plutôt que sur sa tête, il aurait vu que la pomme était tombée dans l'air parce qu'elle était plus dense que l'air, mais qu'elle avait ensuite flotté sur l'eau parce qu'elle était moins dense que l'eau. Avez-vous déjà remarqué qu'il est plus facile de rester à flot lorsque vos poumons sont pleins d'air que lorsqu'ils sont vides? Les sous-marins flottent à la surface lorsque leurs ballasts sont remplis d'air, mais lorsque les évents sont ouverts et que l'eau de mer afflue, ils commencent à couler, car la densité du sous-marin devient supérieure à celle de l'eau.
En fonction de la profondeur à laquelle ils souhaitent plonger, les marins ajustent simplement le rapport air-eau dans les réservoirs et lorsqu'ils sont prêts à refaire surface, ils insufflent de l'air comprimé dans les réservoirs pour forcer l'eau de mer à en sortir, abaissant ainsi la densité, ce qui leur permet de remonter à la surface. Nous pouvons également prouver ce fait de densité relative en remplissant un ballon en plastique avec environ une moitié d'hélium et une moitié d'air. L'hélium étant plus léger que l'oxygène, l'azote et les autres gaz qui composent l'air qui nous entoure, le fait de remplir un ballon avec juste la bonne quantité d'hélium pour compenser et équilibrer la densité du plastique permet d'obtenir un ballon en lévitation, anti-gravité, à l'équilibre, qui ne monte ni ne descend. Les sceptiques posent souvent la question suivante. Si la gravité n'existe pas et que les objets tombent simplement parce qu'ils sont plus denses que le milieu qui les entoure, pourquoi des objets de masse différente tombent-ils tous à la même vitesse? S'il n'y a pas de gravité, pourquoi un ballon d'hélium tombe-t-il dans une chambre à vide? Et en l'absence de gravité, pourquoi les objets tombent-ils vers le bas plutôt que vers le haut ou sur les côtés? Pour commencer, une plume et une enclume tomberont toutes deux à des vitesses différentes, parce que l'une est radicalement plus dense que le milieu environnant, l'air, tandis que l'autre ne l'est pas. Imaginez une graine de pissenlit et une brique, ou un morceau de papier et un rocher. Ces exemples et bien d'autres tombent à des vitesses radicalement différentes, ce qui remet en question la vitesse d'accélération uniforme supposée due à la gravité, qui est de 9,81 mètres par seconde au carré. Il serait plus juste d'appeler ce phénomène accélération maximale vers l'équilibre de la densité. Tant qu'un objet a une masse suffisante et qu'il est suffisamment aérodynamique pour annuler la résistance de l'air, il tombera dans l'air à peu près à la même vitesse. Mais si nous changeons le milieu de l'air à l'eau, par exemple, les objets ne tomberont plus à la même vitesse, ce qui réfute à nouveau cette prétendue constante gravitationnelle. Dans une chambre à vide, l'air est complètement éliminé de sorte que tous les objets, y compris une plume et une boule de bowling, tomberont à la même vitesse. En supprimant complètement le milieu de l'équation, tous les objets, y compris un ballon à l'hélium, tomberont au sol simultanément. En l'absence de tout support, la vitesse de chute de tous les objets est effectivement égale. Mais cela n'a rien à voir avec une force d'attraction mythique, et tout à voir avec le fait que la densité du support environnant a été réduite à zéro. Par conséquent, en réalité, puisqu'une plume, une boule de bowling ou tout autre objet se trouvant dans une chambre à vide est infiniment plus dense que l'espace vide dont la densité est nulle, tous tombent à la vitesse de 9,81 mètres par seconde au carré, qui est en fait la vitesse de chute constante de la matière dans l'espace vide, ou l'accélération maximale vers l'équilibre de la densité, mais pas une vitesse uniforme d'accélération due à la gravité. En ce qui concerne la raison pour laquelle les objets tombent vers le bas plutôt que vers le haut ou sur les côtés, il y a tout d'abord un gradient de pression formé par la quantité d'air, d'eau ou de terre empilée au-dessus de vous dans une colonne qui augmente la pression, le poids et la densité à mesure que vous descendez, ce qui définit la direction. Deuxièmement, les ballons d'hélium tombent vers le haut et non vers le bas, ce qui prouve qu'il n'y a pas de biais directionnel vers le bas. Vous pouvez également prouver ce point en jetant différentes sortes de pierres, y compris de la pierre ponce, dans un étang. Toutes les pierres, à l'exception de la pierre ponce, couleront au fond de l'étang, mais lorsque vous y jeterez la pierre ponce, elle remontera à la surface. Cela s'explique par le fait que la pierre ponce a une densité inférieure à celle de l'eau, tout comme les ballons d'hélium ont une densité inférieure à celle de l'air. Leur densité relative étant inférieure à celle du milieu qui les entoure, ils s'élèvent, tout comme les objets dont la densité relative est supérieure à celle du milieu qui les entoure, ils tombent. Tout cela s'explique parfaitement par la physique naturelle de la densité et de la flottabilité, qui était connue et comprise bien avant que Sir Newton ne la rebaptise et la remodèle pour l'adapter à sa théorie héliocentrique du cosmos. 22. Comment fonctionne le lever et le coucher du Soleil sur une Terre plane? Dans le modèle de la Terre plane, les projecteurs que sont le Soleil et la Lune sont perpétuellement en vol stationnaire et parallèles à la surface de la Terre. De notre point d'observation, en raison de la loi de la perspective, les deux luminaires semblent s'élever le long de l'horizon oriental, atteindre leur point culminant au-dessus de nos têtes, puis s'enfoncer sous l'horizon occidental. Ils ne s'échappent pas vers le dessous de la Terre plane, comme l'imaginent souvent les détracteurs moqueurs, mais tournent en cercle concentrique dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la circonférence, d'un tropique à l'autre.
L'apparence du lever, du coucher et du pic est due à la loi commune de la perspective, selon laquelle les objets élevés apparaissent en hauteur lorsqu'ils sont proches, mais à une certaine distance, ils s'abaissent progressivement vers le point de fuite. Bien que le Soleil soit à tout moment au-dessus de la surface de la Terre et parallèle à celle-ci, il semble monter dans le firmament du matin jusqu'à midi et descendre et s'enfoncer sous l'horizon le soir. Cela est dû à une loi simple et omniprésente de la perspective. Une volée d'oiseaux, lorsqu'elle passe au-dessus d'un pays plat ou marécageux, semble toujours descendre au fur et à mesure qu'elle s'éloigne. Et si la volée est nombreuse, le premier oiseau apparaît plus bas ou plus près de l'horizon que le dernier. Le feu le plus éloigné d'une rangée de lampes paraît le plus bas, bien que chacun d'eux ait la même altitude. En gardant ces phénomènes à l'esprit, on comprendra aisément que le Soleil, bien que toujours parallèle à la surface de la Terre, doit sembler monter lorsqu'il s'approche, lorsqu'il quitte la position du méridien ou du jour à midi. Quoi de plus banal que d'observer, en se plaçant à une extrémité d'une longue rangée de lampadaires, que ceux qui sont les plus proches de nous semblent les plus hauts et ceux qui sont les plus éloignés les plus bas, tandis qu'à mesure que nous avançons vers l'autre extrémité de la série, ceux dont nous nous approchons semblent devenir plus hauts et ceux que nous laissons derrière nous semblent devenir graduellement plus bas. C'est un effet ordinaire de la perspective qu'un objet paraisse de plus en plus bas à mesure que l'observateur s'éloigne de lui. Laissez quiconque faire l'expérience de regarder un phare, une flèche d'église, un monument, une lampe à gaz ou tout autre objet surélevé à une distance de quelques mètres seulement et remarquez l'angle sous lequel il observe. En s'éloignant, l'angle sous lequel il est vu diminuera et l'objet apparaîtra de plus en plus bas à mesure que la distance de l'observateur augmentera, jusqu'à ce qu'à un certain point, la ligne de visée de l'objet et la surface apparemment ascendante de la Terre sur laquelle il se trouve convergent vers l'angle qui continue le point de fuite ou l'horizon. Au-delà, l'objet sera invisible. Citation de Samuel Robotham, Zététique Astronomie, Earth Not a Globe. Astronomie zététique, la Terre n'est pas un globe. Les défenseurs du globe insisteront souvent sur le fait que cette explication est incorrecte et mettront au défi les tenants de la Terre plane en affirmant que si le Soleil a simplement disparu en raison de la perspective, une bonne caméra à zoom devrait être en mesure de ramener en pleine vue après qu'il se soit couché, tout comme les navires qui disparaissent au-delà de l'horizon. En réalité, zoomer sur un navire à quelques kilomètres de distance est très différent que de ramener le Soleil à plus de 5000 kilomètres. En outre, les navires ne se déplacent généralement qu'à quelques kilomètres par heure, alors que le Soleil se déplace à plus de 1500 km/h, de sorte que la fenêtre d'opportunité pour tenter cette expérience n'est que de quelques minutes. Tout d'abord, attendez que le Soleil ait à moitié disparu sous l'horizon, de sorte que vous ne puissiez en voir que la moitié supérieure et que vous soyez sûr que la moitié inférieure n'est plus visible. Ensuite, à l'aide d'un appareil photo doté d'une capacité de grossissement adéquate, en zoomant sur le Soleil à moitié couché, vous serez en mesure de ramener le Soleil en entier en pleine vue. Ensuite, en zoomant et en dézoomant, le Soleil semblera s'élever au-dessus de l'horizon et s'enfoncer sous l'horizon, souvent avec une portion significative du ciel réapparaissant sous le Soleil, ce qui prouve sans l'ombre d'un doute que le Soleil s'éloigne simplement de votre position et ne tombe pas physiquement sous la courbure d'un globe terrestre. Les héliocentristes voudraient vous faire croire le contraire de ce que tout être humain ayant jamais marché sur la Terre a vu de ses propres yeux. Il est évident pour n'importe quel enfant et n'importe quel adulte à l'esprit souverain que le Soleil, la Lune, les étoiles et les planètes, toutes les lumières dans le ciel tournent au-dessus et autour de la Terre immobile qui se trouve sous nos pieds. Il est également évident que le Soleil et la Lune ont peu à peu la même taille et sont situés relativement près de la Terre, et non pas 400 fois plus éloignés l'un de l'autre, et non pas à des millions et des millions de kilomètres de distance. Abandonner ses sens et son expérience quotidienne au profit de telles fantaisies de science-fiction sans fondement est une erreur de raisonnement si extrême qu'elle laisse le croyant ayant subi un lavage de cerveau impuissant à faire confiance à ses propres instincts naturels et à jamais enchaîner aux explications fantaisistes des charlatans de l'astronomie. 23. Comment fonctionnent les saisons sur une Terre plane? Dans le modèle de la Terre plane, les luminaires que sont le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre, éclairant comme des projecteurs les zones qu'ils traversent. Le voyage annuel en tire-bouchon du Soleil commence au tropique du Capricorne lors du solstice d'hiver où il effectue son cercle le plus rapide et le plus grand au-dessus et autour de la Terre. Au cours des 3 mois suivants, chaque jour, le Soleil rétrécit légèrement sa trajectoire et ralentit sa vitesse jusqu'à ce qu'à l'équinoxe de printemps,
Il est spiralé son chemin du tropique du Capricorne à l'équateur. Ensuite, pendant les 3 mois suivants, le Soleil continue chaque jour à rétrécir légèrement sa trajectoire et à ralentir sa vitesse jusqu'au solstice d'été, lorsqu'il effectue son cercle le plus petit et le plus long autour du tropique du Cancer. Une fois que le Soleil a atteint ce cercle le plus intérieur, il commence alors son voyage opposé, en expansion et en accélération vers le tropique du Capricorne. Pendant les mois suivants, chaque jour, le Soleil élargit légèrement sa trajectoire et accélère sa vitesse, jusqu'à ce que, à l'équinoxe d'automne, il ait quitté le tropique du Cancer en spirale pour revenir à l'équateur. Puis, pendant les 3 mois suivants, chaque jour, il continue d'élargir légèrement sa trajectoire et d'augmenter sa vitesse jusqu'au solstice d'hiver. Lorsque le Soleil répète son cercle le plus grand et le plus rapide autour du tropique du Capricorne et que le voyage annuel en tire-bouchon recommence. La Terre est une structure étirée qui s'écarte du centre du nord dans toutes les directions vers le sud. L'équateur, situé à mi-chemin entre le centre nord et la circonférence sud, divise la course du Soleil en déclinaisons nord et sud. Le cercle le plus long que fait le Soleil autour du monde se produit lorsqu'il a atteint sa plus grande déclinaison méridionale. En allant progressivement vers le nord, le cercle se rétrécit. Environ 3 mois après avoir atteint l'extrémité sud de sa trajectoire, le Soleil fait le tour de l'équateur. Poursuivant toujours sa course vers le nord en contournant et en surplombant le monde, il atteint sa plus grande déclinaison nord au bout de 3 mois et recommence alors à se diriger vers le sud. Aux latitudes nord, lorsque le Soleil se dirige vers le nord, il se lève plus tôt chaque jour et plus haut à midi et se couche plus tard. Tandis qu'aux latitudes sud, à la même époque, le Soleil se lève naturellement plus tard, atteint une altitude plus basse à midi et se couche plus tôt. Aux latitudes nord, pendant l'été austral, par exemple de septembre à décembre, le Soleil se lève plus tard chaque jour et est plus bas à midi et se couche plus tôt, tandis qu'aux latitudes sud, il se lève plus tôt, atteint une latitude plus élevée à midi et se couche plus tard chaque jour. Ce mouvement quotidien autour de la Terre est à l'origine de l'alternance du jour et de la nuit, tandis que ces courses vers le nord et vers le sud produisent les saisons. Lorsque le Soleil est au sud de l'équateur, c'est l'été au sud et l'hiver au nord, et vice-versa. Le fait de l'alternance des saisons contredit totalement l'illusion newtonienne, selon laquelle la Terre tourne en orbite autour du Soleil. On dit que l'été est du fait que la Terre est plus proche du Soleil et l'hiver au fait qu'elle en est la plus éloignée. Mais si le lecteur suit l'argumentation de n'importe quel manuel, il verra que selon cette théorie, lorsque la Terre est la plus proche du Soleil, il doit y avoir l'été aux latitudes nord et sud, et de la même manière, lorsqu'elle est plus éloignée du Soleil, il doit y avoir l'hiver sur toute la Terre en même temps, car l'ensemble du globe, la Terre, serait alors le plus éloigné du Soleil. Il est impossible de rendre compte de la récurrence des saisons en supposant que la Terre est globulaire et qu'elle tourne sur une orbite autour du Soleil. Citation de Thomas Winship, Zététique Cosmogénie. La caractéristique essentielle de l'année est sa division en 2 périodes égales de 6 mois, fondée d'abord sur la longueur prédominante des jours par rapport à celle des nuits, et vice-versa, conditions qui sont régies par les heures variables du lever et du coucher du Soleil, et deuxièmement par la hauteur atteinte par le Soleil dans les cieux à la mi-journée. Le premier cycle, au cours duquel les jours sont plus longs que les nuits et le Soleil atteint son point culminant de l'année, s'étend de l'équinoxe de printemps à l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire du 21 mars au 22 septembre, et le second cycle, au cours duquel, inversement, la durée des nuits dépasse celle des jours, et le Soleil descend à son point le plus bas de l'année, s'étend de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire du 23 septembre au 20 mars. Ces 2 périodes de 6 mois sont également caractérisées par une opposition de température. Pendant le premier cycle qui correspond au printemps et à l'été, la chaleur monte et descend progressivement, tandis que pendant le second cycle qui comprend l'automne et l'hiver, c'est l'intensité du froid qui augmente et diminue progressivement. Citation de Gabrielle Henriette. Le ciel et la terre. Si le soleil était fixe et que la terre tournait sous lui, les mêmes phénomènes existeraient à la même distance de part et d'autre de l'équateur, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui peut faire que le crépuscule en Nouvelle-Zélande soit beaucoup plus soudain ou que les nuits soient beaucoup plus froides qu'en Angleterre? L'hémisphère sud ne peut pas tourner plus vite que l'hémisphère nord. Les latitudes sont à peu près les mêmes et la distance autour d'un globe serait la même à 50 degrés sud qu'à 50 degrés nord. Et comme l'ensemble tournerait une fois en 24 heures,
La surface des deux endroits passerait sous le soleil avec la même vitesse, et la lumière s'approcherait le matin et s'éloignerait le soir exactement de la même manière. Et pourtant, c'est tout le contraire qui se produit. La lumière constante du nord développe, avec la plus grande rapidité, de nombreuses formes de vie végétale et fournit la subsistance à des millions de créatures vivantes. Mais dans le sud, où la lumière du soleil ne s'attarde jamais sur une région centrale, mais balaie rapidement la mer et la terre pour accomplir en 24 heures le grand cercle de la circonférence méridionale, elle n'a pas le temps d'exciter et de stimuler la surface. Et c'est pourquoi même, à des latitudes méridionales relativement basses, tout porte un aspect de désolation. Ces différences entre le nord et le sud ne pourraient exister si la Terre était un globe tournant sur des axes sous un soleil immobile. Les deux hémisphères auraient, aux mêmes latitudes, le même degré de lumière et de chaleur et les mêmes phénomènes généraux tant en nature qu'en degrés. Les particularités que l'on trouve dans le sud par rapport au nord ne sont pas celles qui pourraient exister sur un plan stationnaire ayant un centre septentrional, concentrique à la trajectoire du Soleil en mouvement. Citation de Samuel Robotham, Zététique Astronomie, Earth Not a Globe. 24. Comment fonctionne le Soleil de minuit sur une Terre plane? Le soleil de minuit est un phénomène vécu par les observateurs au nord du cercle polaire arctique pendant le solstice d'été, où l'on peut voir le soleil tourner autour de 360 degrés sans jamais se coucher. Selon la distance au nord de l'observateur, le soleil peut être vu pendant plusieurs jours ou semaines, se levant et se couchant comme d'habitude, mais ne se couchant jamais complètement au-delà de l'horizon. En effet, après avoir atteint le tropique du Cancer, le soleil décrit son cercle le plus étroit au-dessus de la Terre, à tel point que les observateurs situés au centre du cercle polaire arctique ne sont à aucun moment suffisamment éloignés du soleil pour qu'ils se couchent au-delà de leur horizon. Ce n'est qu'après le solstice d'été, lorsque le soleil revient vers l'équateur, que le soleil se couche complètement et que les jours commencent à raccourcir dans l'Arctique. Pendant ce temps, en Antarctique, au moment du solstice d'été, le soleil disparaît complètement pendant plus de 2 mois, plongeant tous les habitants du cercle antarctique dans une obscurité glaciale de la mi-mai à la mi-juillet. Encore une fois, cela s'explique par le fait que le soleil rétrécit et resserre sa trajectoire vers le tropique du Cancer, ce qui signifie qu'il s'est suffisamment éloigné du périmètre de l'Antarctique pour ne pas être vu par les observateurs positionnés si loin au sud. Ce n'est qu'à la mi-juillet, lorsque le soleil s'étend et élargit sa trajectoire suffisamment loin, que les observateurs de l'Antarctique pourront à nouveau voir le soleil au-dessus de l'horizon et que les jours de l'Antarctique commenceront à s'allonger. Pour correspondre au modèle de globe héliocentrique, ce phénomène du soleil de minuit doit également se produire pour les observateurs au sud du cercle antarctique, lors du solstice d'hiver. En fonction de la distance au sud, l'observateur devrait voir le soleil pendant plusieurs jours ou semaines, ne jamais se coucher complètement, comme il le fait au nord. En réalité, il n'y a jamais de soleil 24 heures sur 24 en Antarctique, quelle que soit la période de l'année. Lors du solstice d'hiver, lorsque le soleil parcourt sa trajectoire la plus large au-dessus et autour du tropique du Capricorne, les observateurs situés suffisamment au sud verront les heures d'ensoleillement s'allonger en raison de la proximité du soleil, mais observeront tout de même le soleil se lever et se coucher complètement au-delà de l'horizon chaque jour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les climats de l'Arctique et de l'Antarctique sont si étonnamment différents, en raison de la quantité de lumière solaire radicalement différente reçue par chacun d'entre eux. Selon le modèle héliocentrique, l'Arctique et l'Antarctique reçoivent des quantités comparables de lumière solaire chaque année et devraient donc avoir des températures comparables, des changements saisonniers comparables et la capacité de soutenir la vie végétale et animale. Mais en réalité, ils diffèrent grandement sur ces points. L'Antarctique est de loin l'endroit le plus froid de la planète, avec une température annuelle moyenne d'environ -50 et un record de -93 degrés Celsius. La température annuelle moyenne au pôle Nord, en revanche, est de -15 degrés, ce qui est relativement chaud. Tout au long de l'année, les températures de l'Antarctique varient moins de la moitié en comparaison à celles des latitudes arctiques comparables. La région septentrionale de l'Arctique connaît des étés modérément chauds et des hivers raisonnables, tandis que la région méridionale de l'Antarctique ne se réchauffe jamais assez pour faire fondre la neige et la glace qui s'y trouvent en permanence. L'île de Kerguelen, située à 49 degrés de latitude sud, ne compte que 18 espèces de plantes indigènes capables de survivre à son climat hostile. À titre de comparaison, l'Islande, située à 65 degrés de latitude nord, soit 16 degrés plus au nord de l'équateur que Kerguelen au sud, abrite 870 espèces de plantes indigènes. Sur l'île de Géorgie, à 54 degrés de latitude sud,
soit la même latitude que le Canada ou l'Angleterre au nord, où abondent des forêts denses de grands arbres variés, le tristement célèbre capitaine Cook a écrit qu'il n'avait pas pu trouver un seul arbuste assez grand pour faire un cure-dent. Dans l'Arctique, il y a 4 saisons bien distinctes, des étés chauds et une abondance de plantes et d'animaux, ce qui n'est pas le cas dans l'Antarctique. Les Esquimaux vivent au nord jusqu'au 79e parallèle, alors qu'au sud, aucun indigène ne se trouve plus haut que le 56e. Comme ce seul fait détruirait le modèle de globe héliocentrique, il existe, et ce depuis les années 1950, un traité sur l'Antarctique, signé par plus de 50 pays qui interdit tout voyage indépendant et toute exploration de l'Antarctique. À l'exception des visites de pingouins chaperonnés et hors de prix et des entrepreneurs approuvés par le gouvernement, personne n'est autorisé à mettre un pied en Antarctique. Surtout pas au moment du solstice d'hiver, où la lumière du soleil devrait être constante 24 heures sur 24. Puisque ce mensonge particulier est si important pour la façade héliocentrique, si vous faites une recherche en ligne, vous trouverez quelques vidéos censées montrer la lumière du soleil 24 heures sur 24 en Antarctique. Mais tout comme le reste des preuves vidéo pathétiques du globe, elles sont toutes fausses. La vidéo la plus populaire, censée montrer une chronologie de 24 heures en Antarctique, comporte en fait des montagnes superposées accidentellement à la couche de texte de la vidéo, ce qui prouve qu'il s'agit d'une escroquerie calculée. D'autres vidéos montrent simplement un timelapse du soleil arctique de minuit, mais prétendent qu'il provient de l'Antarctique. Il existe des dizaines de vidéos clairement authentiques du soleil de minuit arctique que vous pouvez voir en ligne, et vous pouvez librement voyager au-dessus du cercle polaire arctique pour en faire l'expérience par vous-même. À l'inverse, il n'existe que quelques vidéos clairement fausses du prétendu soleil de minuit de l'Antarctique, et il est impossible de s'y rendre librement pour en faire l'expérience. 25. Comment fonctionnent les éclipses sur une Terre plane? De nombreuses personnes pensent que la capacité de l'astronomie moderne à prédire avec précision les éclipses de lune et de soleil est le résultat et la preuve de la théorie héliocentrique de l'univers. Le fait est que les éclipses ont été prédites avec précision par les cultures du monde entier pendant des millions d'années avant que la boule héliocentrique de la Terre n'apparaisse dans l'imagination de Copernic. Ptolémée, au 1er siècle de notre ère, a prédit les éclipses pendant 600 ans sur la base d'une Terre plane et immobile, avec autant de précision que n'importe quelle personne vivant aujourd'hui. En 600 ans avant Jésus-Christ, Thalès a prédit avec précision une éclipse qui a mis fin à la guerre entre les Mèdes et les Lydiens. Il y a 3000 ans, les Chaldéens, les Égyptiens, les Indiens, les Chinois et autres encore ont prédit les éclipses avec une précision de quelques secondes par rapport aux méthodes modernes. Les éclipses se produisent régulièrement avec précision selon des cycles de 18 ans. Ainsi, indépendamment des cosmologies géocentriques ou héliocentriques, de la Terre plane ou du globe terrestre, les éclipses peuvent être calculées avec précision indépendamment de ces facteurs. Autre hypothèse et preuve supposée de la forme globulaire de la Terre, les héliocentristes affirment que les éclipses de lune sont causées par l'ombre de leur terre sphérique qui occulte la Lune. L'idée est que les sphères du Soleil, de la Terre et de la Lune s'alignent parfaitement comme 3 boules de billard alignées, de sorte que la lumière du Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune. Malheureusement pour eux, cette explication est complètement invalidée par le fait que les éclipses de lune se sont produites et continuent de se produire régulièrement lorsque le Soleil et la Lune sont encore visibles ensemble au-dessus de l'horizon. Mais pour que la lumière du Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune, les 3 corps doivent être alignés dans une symétrie droite de 180 degrés. Dès l'époque de Pline, on trouve des traces d'éclipses de lune se produisant alors que le Soleil et la Lune sont tous deux visibles dans le ciel, et cela se produit encore aujourd'hui lors d'éclipses de lune. Pour tenter d'expliquer les incohérences de leur théorie, les héliocentristes prétendent généralement que la réfraction de la lumière doit se produire à une échelle suffisamment grande pour expliquer le phénomène. Mais même si cette explication très peu plausible de contrôle des dommages par ingénierie inverse est acceptée, elle ne peut expliquer comment les observateurs terrestres sont supposés pouvoir voir à 19 000 km à 180 degrés autour d'une Terre globulaire des objets situés de l'autre côté. En réalité, les éclipses sont un phénomène bien plus occulte et mystérieux que l'alignement de 3 boules de billard. Les éclipses lunaires ne se produisent que lors des pleines lunes, lorsque la Lune se trouve au point de croisement de l'écliptique à l'opposé du Soleil.
Et les éclipses solaires ne se produisent que lors des nouvelles lunes, lorsque la Lune se trouve au point de croisement de l'écliptique et est alignée avec le Soleil. Ces conjonctions et oppositions solaires et lunaires se produisent au minimum 4 fois par année solaire et en fonction de leur altitude exacte et de la position de l'observateur, produisent des éclipses partielles, totales ou annulaires. Dans la cosmologie ancienne, ces nœuds lunaires et les éclipses qui les accompagnent étaient personnifiés par les dieux Rahu et Ketu, souvent représentés en train de dévorer le Soleil ou la Lune. Lors des éclipses solaires, la conjonction de la nouvelle Lune croise directement le Soleil, ce qui provoque l'effet d'obscurité. Et lors des éclipses lunaires, l'opposition de la pleine Lune au Soleil provoque la teinte rouge de l'ombre. Ce phénomène est entièrement céleste, impliquant les luminaires et leurs interactions régulières les uns avec les autres, et en aucun cas terrestre, impliquant la Terre sous nos pieds qui projette des ombres vers le haut dans les cieux.